les gouvernements mettent en place une législation sur la propriété artistique qui régularise les activités économiques des mondes de l'art et fournit un cadre juridique au système de distribution. Ils peuvent en outre, mais c'est peu fréquent, chercher à protéger légalement la réputation de l'artiste. La loi garantira l'intégrité du lien unissant la personne de l'artiste et l'œuvre sur quoi repose sa réputation. En admettant que je sache exactement ce que l'artiste voulait mettre dans son œuvre, ce qui n'est déjà pas évident, suis-je autorisé moralement ou légalement à modifier cette œuvre du seul fait qu'elle m'appartient? Si je vous vends une de mes peintures, pouvez-vous ajouter une moustache à l'un des personnages, comme l'a fait Duchamp sur une reproduction de la Joconde? Une fois que je vous ai vendu un tableau, puis-je exiger le libre accès à cette œuvre afin de procéder à des retouches? Les mondes de l'art admettent les modifications qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la réputation de l'artiste, mais condamnent toute intervention qui pourrait fausser le jugement d'autrui et remettre en question le renom de l'artiste. Pour les participants au monde de l'art, les œuvres d'art sont les produits de la vision personnelle de l'individu, qui s'exprime à travers le savoir-faire, le goût et la sensibilité de celui-ci. Les mondes de l'art font et défont les réputations en fonction des jugements émis par leurs membres sur les œuvres que les artistes tiennent pour l'expression la plus accomplie de leur personnalité. La réputation de l'artiste repose sur ses œuvres dans la mesure où il peut, compte tenu des conditions de leur réalisation, en revendiquer la responsabilité. Si une autre personne ou l'artiste lui-même, dans certaines circonstances, modifie l'œuvre, cette dernière ne donne plus une idée exacte du tempérament artistique ou de l'absence de tempérament artistique de son auteur, et ne peut donc contribuer à établir une réputation. Et étant donné qu'il y va de sa réputation, l'artiste refuse généralement de soumettre ses œuvres au jugement du public, quelque forme que prenne celui-ci, tant qu'il n'est pas prêt à accepter ce jugement. Et c'est là l'un des rares cas où la loi peut intervenir dans la création d'une réputation. La législation française, qui accorde à l'artiste des garanties plus complètes et plus précises que dans les autres pays, comme le note Raymond de Moulin, reconnaît la notion de droit moral de l'artiste, laquelle recouvre plusieurs droits liés à l'acte de création, dont celui de faire respecter l'intégrité de l'œuvre et celui de ne pas divulguer une œuvre inachevée. Raymond de Moulin évoque l'action intentée par le peintre Georges Roux contre les héritiers d'Ambroise Vollard pour récupérer 819 toiles non signées qu'il avait cédées aux marchands par contrat. Malgré l'engagement écrit de Roux, le tribunal décida que la vente d'une toile inachevée n'a pas transféré la propriété, puisque jusqu'à ce qu'elle ait atteint le degré de perfection dont le peintre est le seul juge, celui-ci peut se repentir d'avoir peint une œuvre qu'il pense indigne de son génie, et revenir entièrement sur ce qu'il a cru être la matérialisation de sa pensée. Moulin. Les participants au monde de l'art sont très attachés à cette idée d'un lien privilégié entre l'artiste et son œuvre, surtout dans les arts plastiques, où les œuvres sont très souvent des objets uniques, d'où la vivacité des réactions suscitées par une modification d'une œuvre achevée. Clément Greenberg a soulevé des tempêtes de protestation quand il a repeint une sculpture de David Smith. Des voix se sont élevées pour dire que dans l'esprit de David Smith, la sculpture devait subir les atteintes du temps et que Clément Greenberg avait dénaturé son travail. Robert Rauschenberg, quant à lui, a joué sur ce sentiment pour produire un effet esthétique très fort. Grâce à un geste très simple, il a gommé un dessin de Willem de Koenig avec l'accord de son auteur. L'impression produite ne tient pas tant à l'aspect de l'œuvre qu'à l'intervention dont elle porte la trace. Puisque la réputation de l'artiste repose sur ses œuvres, les participants au monde de l'art estiment qu'une œuvre ne doit plus être modifiée par son auteur après sa présentation au public. Comme si l'artiste essayait de tricher dans ce jeu de réputation qui se joue avec l'histoire quand il retranche ou modifie ce qui a déçu et oblige ainsi le monde de l'art à fonder son jugement final sur un ensemble d'œuvres tronquées et remaniées dont il ne reste que les aspects les plus flatteurs. Les participants au monde de l'art n'invoquent aucune protection légale si les modifications apportées à l'œuvre n'empêchent pas l'examen critique de la version originale. Les écrivains font souvent ce qui est plus ou moins interdit aux plasticiens, car ils retouchent leurs œuvres et peuvent même s'efforcer de faire disparaître des versions antérieures dont ils ne sont plus satisfaits, en rachetant tous les exemplaires d'une édition ou en s'opposant à la publication d'un texte dont ils détiennent le droit de reproduction. Henry James a considérablement remanié ses romans avant de les rassembler dans un recueil d'œuvres complètes.
C'est une pratique courante chez les compositeurs aussi. Stravinsky a retravaillé bon nombre de ses œuvres à des années de distance. Dans tous ces cas, les éditions antérieures restent disponibles. Les nouvelles versions s'ajoutent simplement à la production qui fait la réputation de l'artiste. Les remaniements n'entraînent pas la destruction d'un objet unique, mais plutôt la création d'un objet supplémentaire. La nécessité d'une protection légale de la réputation n'apparaît pas non plus quand la paternité de l'œuvre est partagée entre plusieurs participants, depuis la conception jusqu'à l'exécution, comme cela se passe dans les arts du spectacle. Les compositeurs ne sont pas responsables de ce que les musiciens font de leurs œuvres, pas plus que les auteurs dramatiques ne sont responsables de la façon dont leurs pièces sont interprétées. Comme les œuvres ne renseignent jamais exactement sur les modalités de leur interprétation, chaque représentation est différente, et les différences ne correspondent pas toujours à la volonté de l'auteur. À cet égard, on peut dire que chaque représentation modifie le projet initial de l'artiste et son œuvre même. Si l'auteur conserve le droit d'autoriser ou non les représentations, il peut en principe empêcher une interprétation qui défigurerait l'original. Cette latitude lui est, dans la meilleure hypothèse, accordée pendant tout le temps où il garde le droit d'exploitation et peut donc refuser à quelqu'un dont il se défie d'interpréter son œuvre. Mais une fois qu'il a donné son accord, le compositeur ou l'auteur ne peut rien contre une interprétation médiocre ou très éloignée, voire totalement à l'opposé de ses intentions. Si Shakespeare avait pu voir la mise en scène de Jules César en costume moderne présenté par le Mercury Theatre, il n'aurait pas pu s'opposer aux innovations d'Orson Welles, car son œuvre était tombée depuis longtemps dans le domaine public. D'ailleurs, Shakespeare ne s'en serait probablement pas formalisé si son œuvre était assez universellement connue pour qu'Orson Welles eût seul à répondre d'un échec éventuel. Les auteurs contemporains se préoccupent beaucoup plus de l'interprétation de leurs pièces dès lors qu'ils peuvent se voir imputer les maladresses d'une représentation qui ne respecterait pas leurs intentions. En général, tous les participants à la création d'une œuvre qui ont qualité d'artiste et qui jouissent du prestige attaché à ce titre ont leur part de responsabilité dans le résultat. Ils n'ont à s'inquiéter que de la part qui leur revient. Ainsi, des acteurs peuvent accepter des rôles dans des pièces qu'ils jugent médiocres, mais qui leur donnent une occasion de manifester leur talent. Et des auteurs dramatiques peuvent préférer une mauvaise interprétation à pas d'interprétation du tout, en espérant que le public saura discerner leur qualité par-delà les carences des acteurs. La plupart du temps, les artistes n'ont aucun recours légal pour ce qui touche à leur réputation, même si la loi française qui garantit le respect du droit moral montre quelle sorte de protection l'État peut offrir quand il le souhaite. En somme, l'État élabore une législation qui protège certains droits sur les œuvres d'art considérées comme une propriété. Lorsque la coopération qui aboutit à la production des œuvres d'art s'insère dans une économie de marché, les règles du droit commercial et les lois sur la propriété artistique régissent conjointement cette coopération, établissent les conditions d'exercice des activités et définissent le cadre des stratégies de commercialisation. Les nuisances. L'État coopère également à la production d'œuvres d'art quand il prend la défense de citoyens à qui le travail d'un artiste porte préjudice. Par là, l'État ne manifeste pas un intérêt particulier pour les œuvres d'art, pas plus que lorsqu'il fait des lois pour protéger la propriété artistique. Son premier souci est de maintenir l'ordre public et d'assurer la pleine jouissance des droits garantis à tous les citoyens en faisant appliquer les règles du jeu. Peut-être convient-il de préciser que la coopération de l'un ou l'autre des participants dont je parle ici peut prendre l'apparence d'une non-coopération aux yeux des autres. En d'autres termes, l'action de l'État peut restreindre l'activité des artistes, voire l'empêcher tout à fait. Malgré tout, elle représente le rôle joué par l'État dans le réseau de coopération d'où proviendra l'œuvre sous sa forme définitive. Il ne s'agit pas de savoir si l'État aide les artistes à mener à bien leur projet, mais s'il a une influence sur l'aspect final de l'œuvre. Les citoyens peuvent donc estimer que le travail d'un artiste entrave l'exercice paisible et légitime de leurs droits et porter plainte contre l'artiste en question. Ces plaintes portent souvent un simple désagrément physique. Une équipe de cinéma qui tourne en extérieur gêne les riverains avec ses véhicules et son matériel. Des musiciens qui répètent pendant de longues heures dérangent les voisins. Un sculpteur qui utilise certains plastiques répand des effluves malodorantes ou même toxiques dans l'atmosphère. Dans les pays où l'administration ne s'occupe de ces nuisances qu'à partir du moment où une plainte est déposée, un artiste peut poursuivre assez longtemps une activité gênante pour le voisinage sans être inquiété.
Au regard de la loi et dans l'esprit des parties plaignantes, ces artistes sont assimilés aux pollueurs industriels et passibles des mêmes sanctions. La différence entre les artistes et les industriels ne réside pas dans la nature du délit, mais dans les moyens de défense dont ils disposent. Une entreprise dont les machines bruyantes gênent les riverains est souvent en mesure de retarder le cours de la justice par des procédures qui seraient trop coûteuses pour la plupart des artistes. Les autorités locales ou nationales peuvent exempter les artistes de la contrainte, comme elles le font pour des industriels lorsqu'elles estiment qu'il y va de l'intérêt général. Les municipalités autorisent souvent les équipes de cinéma à utiliser leurs rues comme décor, quitte à les interdire à la circulation pendant une longue période, et justifient cette décision par les rentrées d'argent que cela procure au commerce local. En dehors de ces exemptions, il y a deux façons de régler les litiges. Soit on réduit la gêne occasionnée aux plaignants en faisant insonoriser un local utilisé pour les répétitions de l'orchestre ou en installant un système de ventilation qui évacue les effluves polluants, par exemple, soit on indemnise d'une manière ou d'une autre les personnes lésées. Ainsi, les producteurs de cinéma font souvent des dons à des œuvres locales pour faire taire les réclamations. Ce sont là des solutions qui augmentent les frais professionnels de l'artiste, tout comme les équipements anti-pollution augmentent les frais de production des industriels. Comme ces dépenses sont trop lourdes pour la plupart des artistes, hormis les cinéastes, les plaintes pour nuisance peuvent effectivement empêcher un artiste de poursuivre son travail, ou du moins de réaliser ses œuvres comme il l'entend. Une telle menace oblige souvent les artistes à réaliser leurs œuvres avec des matériaux et des techniques qui ne risquent pas d'occasionner des gênes, ou à trouver un local qui leur permette de travailler à leur guise sans provoquer de réclamations. Les musiciens rock, qu'a observé Steve Bennett, répétaient dans des chalets isolés en pleine montagne pour éviter les conflits avec des voisins. Quelle sorte de gêne peut sembler assez grave pour tomber sous le coup de la loi? Une enseigne dont la lumière clignotante filtre à travers mes volets quand je voulais dormir est à l'évidence une gêne. Est-ce qu'une enseigne dont le motif abstrait me paraît totalement incompréhensible l'est aussi? Ou une enseigne qui arbore des motifs sacrilèges? Suis-je fondé à engager des poursuites si j'ai sous les yeux une image de femme enchaînée que je trouve sexiste, quand bien même elle ne répondait pas à la définition légale de l'obscénité? Si c'est une image montrant des individus de toute race qui se serrent la main, quand cela heurte mes opinions politiques? Ou bien me dira-t-on que si ces images me déplaisent, je n'ai qu'à regarder ailleurs? Certaines personnes ne protestent pas en leur nom, mais pour protéger le grand public contre des œuvres d'art qui peuvent apparaître choquantes. Elles font valoir que des choses sans doute admissibles dans le cadre d'une diffusion confidentielle deviennent intolérables quand on les diffuse si largement que le public ne peut éviter de les voir ou de les entendre. Ainsi, on peut comprendre qu'un auteur emploie un vocabulaire extrêmement cru quand ses lecteurs savent à quoi s'attendre. Mais ce même vocabulaire sera inacceptable sur des affiches publicitaires imposées au regard des passants non prévenus. Parfois, des gens contestent le mode de communication plutôt que ce qui est communiqué. Par exemple, les usagers du Grand Central Station à New York ont intenté une action pour empêcher la diffusion de musique et de messages publicitaires dans la gare. Ce n'était pas le contenu des chansons ou des messages publicitaires qui les gênait, mais le fait d'être obligé de les entendre contre leur gré. Les pouvoirs publics montrent plus ou moins d'empressement à protéger le public contre des œuvres litigieuses. Denisov raconte comment la Commission fédérale de la communication, cédant aux pressions de la droite, interdit à des radios indépendantes de passer à l'antenne certains disques soupçonnés de faire l'apologie de la drogue, sous peine de se voir retirer leur autorisation d'émettre. La Commission publia un avertissement où l'on pouvait lire notamment « Il appartient à l'organisme émetteur de déterminer si tel ou tel disque expose les dangers de la drogue ou encourage au contraire la consommation illégale de ces substances. » L'objet du présent avertissement est de rappeler aux organismes émetteurs qu'ils doivent apprécier cas par cas. Ils ne peuvent certainement pas continuer à programmer des disques dont leurs responsables ignorent la teneur. Denisov. Comme les radios étaient le principal support publicitaire des disques et qu'elles ne voulaient pas risquer de perdre leur autorisation d'émettre, les chanteurs et les producteurs de disques découvrirent là un obstacle supplémentaire dans leur course à la fabrication de tubes. Dans les pays où la liberté de parole et d'expression sont des droits fondamentaux protégés par des dispositions légales analogues au First Amendment de la Constitution américaine, les artistes peuvent invoquer ces droits pour leur défense. Quand les radios les invoquèrent contre la commission qui voulait leur interdire certains disques, elles furent déboutées. Mais cela nous amène à des questions qui recoupent le problème de la censure gouvernementale, que j'examinerai plus loin. Pour résumer,
L'État peut influer sur la production des œuvres d'art en protégeant par ses lois les simples citoyens qui se disent gênés par les activités de l'artiste ou par le produit de ces activités. Les artistes le savent et dans leur grande majorité assurément infléchissent leur travail de manière à éviter ce genre d'ennui ou alors ils se préparent à y faire face.